à la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Valérie Pécresse, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Mickaël. Nous allons passer donc ce quart d'heure ensemble. Vous avez peut-être entendu ce matin la possibilité que le président se déclare mercredi. Est-ce que ça suscite chez vous un commentaire enthousiasme dès le matin ? Je crois que c'est le président de la République qui choisira le moment de son rendez-vous avec les Français. Donc pas de commentaire sur cette date annoncée quand même publiquement par nos confrères de RTL. Aucun commentaire. Un petit sourire quand même, Valérie Pécresse. Oui, mais aucun commentaire parce que je me dis que je sais que nous aurons un candidat bientôt. Je souhaite évidemment que ce soit le président de la République. Et je pense que d'ici à sa déclaration de candidature, effectivement, cette question va m'être posée peut-être des milliers de fois. Mais est-ce que ça veut dire que l'accélération, ne nous focalisons pas sur la date, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que maintenant la campagne se lance vraiment ? Elle est lancée, la campagne, mais qu'elle se lance d'une manière officielle avec sa présence comme candidat officiel ? Ce qui est important pour moi, c'est la confrontation des idées. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des grands clivages sur les visions de la crise, des solutions économiques à cette crise, des valeurs aussi, des idées. Et je crois que cette confrontation, projet contre projet, elle doit avoir le temps de se dérouler, et suffisamment de temps. C'est d'ailleurs le contenu du Figaro Magazine, de l'entretien donné par le président de la République, qui est une interview, disons, qui sur les valeurs est une interview de droite. Nous sommes en période de crise et je crois que c'est important que le président rappelle les valeurs sur lesquelles son action est assise. Mais ces valeurs n'ont pas changé. C'est le travail, c'est la responsabilité, c'est l'autorité et c'est aussi une logique de droit et de devoir. Quand il parle, par exemple, de la question de l'indemnisation des chômeurs sur laquelle il veut faire un référendum, je pense que c'est important qu'on voit que désormais, face à la crise, nous devons repenser notre protection sociale en se disant plusieurs choses. D'abord qu'on ne doit pas dépenser plus qu'on ne crée de richesse. Ensuite que la solidarité ne doit pas peser exclusivement sur les salaires et le travail, mais aussi qu'il y a des droits et des devoirs pour toucher des prestations sociales. Justement, on va y revenir avec Mickaël Zamès sur le fond de cette affaire-là, mais les référendums, vous avez une grande expérience politique, vous savez qu'on répond souvent plus à celui qui pose la question qu'à la question qui est posée. Donc est-ce que ces référendums sont vraiment utiles ? Est-ce qu'ils sont dangereux, ou est-ce qu'il faut se contenter de la réponse de François Hollande qui dit de toute façon le référendum c'est l'élection présidentielle, circuler, il n'y a rien à voir? Je crois que François Hollande abat ses cartes. Il veut faire de l'anti-sarkozysme la seule arme de l'élection et le seul argument de sa campagne. Eh bien non, l'anti-sarkozysme n'est pas le seul argument de la campagne présidentielle. On est dans la crise, les Français veulent des solutions à leurs problèmes, et ces solutions, eh bien, on va voir si c'est la gauche ou la droite qui les possède. Nous sommes en direct avec Valérie Pécresse, question de Mickaël Zamès. Justement sur ces deux référendums dont vous avez parlé, c'est presque plus important encore à droite qu'en 2007, c'est une ouverture à droite. La droite populaire applaudit, les centres de la majorité, eux, font la tête. C'est la droite populaire qui a gagné aujourd'hui ? Mais je ne crois pas qu'on puisse, d'une seule interview du président de la République, déduire que telle ou telle tendance, courant a gagné. Je ne crois pas que vous trouviez dans l'interview du président de la République beaucoup de surprises. Cette interview est vraiment dans la continuité du quinquennat actuel. En même temps, le président réaffirme ses valeurs. Quand il dit, pour moi, la valeur clé, c'est le travail, quand il dit droit et devoir, quand il dit, effectivement, immigration maîtrisée, je pense que toutes ces questions, il a déjà prouvé dans les 5 dernières années qu'il y était attaché. Alors, Valérie Pécresse, je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que cette élection se gagnera à droite de la droite ou vers le centre ? Pour moi, la question n'est pas pertinente. La question, c'est l'élection se gagnera avec la majorité des Français. Et pour... Il faut bien rassembler au premier tour. Non, mais vous savez, notre objectif, c'est de poursuivre l'action modernisatrice et réformatrice que nous avons entreprise dans le pays, parce qu'aujourd'hui, c'est une crise très grave que nous traversons. Et face à cette crise très grave, il faut sauver l'Europe, il faut désendetter la France et il faut ramener la croissance. Nous pensons que sur ces 3 sujets, nous avons les réponses. Mais en même temps, il y a aussi des questions de valeurs et des questions d'éthique. Et ces questions de valeurs et d'éthique ne peuvent pas être éludées dans une campagne. Et le président, en temps de crise, est l'homme qui doit les rappeler. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Valérie Pécresse, que depuis le début de cette campagne, finalement, il y a eu dans votre camp une sous-estimation totale de François Hollande ? Qui expliquerait un peu finalement la précipitation, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans les 2 derniers mois, il y a la TVA sociale, on annonce des référendums, parce que tout ça repose peut-être sur l'idée que François Hollande était un candidat qu'on considérait qu'on pouvait dissoudre comme un sucre, et qui finalement se dissout pas, en tout cas c'est ce que disent les sondages. Je crois l'inverse. Je crois que l'opposition rêverait d'avoir un président Nicolas Sarkozy
usée, enfermée, qui se taise, qui reste dans son palais, et que malheureusement, elle est un peu fébrile et un peu agitée parce qu'elle voit un président, Nicolas Sarkozy, qui a encore beaucoup d'idées et d'énergie pour la France. Je crois que le fait que nous réformions jusqu'au bout du quinquennat, vous savez, pendant tout le quinquennat, on nous a accusés de réformer trop et trop vite. Mais on ne peut pas attendre. Les Français ne peuvent pas attendre. On a fait la réforme de l'université, le crédit impôt recherche, la réforme de la taxe professionnelle, la réforme des retraites. Et là, effectivement, on continue sur la compétitivité des entreprises. Pourquoi ? Mais vous avez bien vu hier les annonces de Renault, vous avez vu les problèmes des entreprises qui ferment. Est-ce que vous croyez que les Français peuvent attendre ? Est-ce que l'économie française peut attendre ? Est-ce que les chômeurs peuvent attendre ? Non. Et est-ce que vous considérez qu'il est possible de remonter un tel différentiel dans les sondages, car finalement interviennent sur toutes les antennes de radio et dans tous les journaux des sondeurs, et depuis maintenant des mois, rien ne change. Je parle du différentiel du deuxième tour. Je ne parle pas du premier tour. Ça reste toujours un avantage considérable à François Hollande, ce qui n'est pas une manière de prendre position, mais c'est un fait. Mais les Français, le jour où ils mettront leur bulletin dans l'urne, ils se détermineront pour les 5 prochaines années et ils diront quelle politique ils veulent pour les 5 prochaines années. La question, ça va être, est-ce qu'ils veulent des dépenses publiques ? Est-ce qu'ils veulent 50 milliards d'impôts supplémentaires ? Est-ce qu'ils veulent vraiment le droit de vote pour les étrangers aux élections locales, au risque d'ouvrir la porte à tous les communautarismes ? Est-ce qu'ils veulent ce projet-là ou est-ce qu'ils veulent un projet de continuité des réformes engagées ? Ces réformes, c'est vrai qu'elles sont impopulaires, c'est vrai qu'elles ne contribuent pas forcément à la popularité du gouvernement, mais en même temps, elles remettent la France sur pied. La réforme des retraites n'est pas une réforme populaire, mais c'était une réforme absolument indispensable. Sans la réforme des retraites, dans 10 ans, nous avions 30% des retraites qui n'étaient pas payées. Donc il fallait augmenter de 30% les cotisations aux retraites. D'ailleurs, François Hollande le reconnaît lui-même, puisqu'il veut revenir en partie à la retraite à 60 ans, et il avoue lui-même que ça l'obligera à augmenter les cotisations retraite de tous les salariés de l'ordre de 5 milliards. Donc il dit bien, si on ne fait pas les réformes, on paye des impôts supplémentaires, et c'est sa solution, plus d'impôts. Nous sommes en direct avec Valérie Pécresse, porte-parole du gouvernement. Madame Pécresse, il y a la question de Renault qui soulève une véritable passion dans le pays, à droite comme à gauche, sur la responsabilité prise par Carlos Ghosn d'aller s'installer près de Tanger au Maroc. Vous le savez comme moi, tous les grands constructeurs automobiles délocalisent parce que dans le marché de l'Europe occidentale, ce marché se tasse. Est-ce qu'il faut condamner cette initiative qui se justifie économiquement mais qui passe très très mal politiquement et socialement ? Il y a 2 choses. D'abord, il faut renforcer la compétitivité de la France. La France, on doit vouloir produire en France. Il doit être plus avantageux de produire en France. C'est tout l'objectif de notre réforme. Le salaire à Tanger, c'est 250 € par mois. De la baisse du coût du travail financée par une TVA, emploi, compétitivité, anti-délocalisation, comme vous voulez. Donc on fait une réforme. Cette réforme, évidemment, elle a pour objectif de compenser le différentiel de coût du travail entre pays européens, à projet industriel comparable, à développement économique comparable. Cette réforme, elle ne pourra pas compenser la différence, le différentiel de coût du travail avec les pays du Maghreb ou avec les pays asiatiques. C'est une évidence. Mais ce que nous avons obtenu de Renault, c'est que Renault s'engage dans les années qui viennent à augmenter de 18% ses effectifs en France. Donc nous avons obtenu de Renault qu'en contrepartie, effectivement, de décisions industriels, de production de véhicules. C'est des productions de véhicules qui sont des véhicules... C'est les Dacia. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est des véhicules à très bas prix. Donc des véhicules qui doivent être aussi produits à très bas coût. Donc c'est une décision industrielle de Renault. Je pense que c'est une décision qui est justifiée. En même temps, elle est accompagnée d'engagements très forts et que nous avons demandé que Renault augmente le nombre de voitures produites en France de 18%. C'est pas une délocalisation, la décision de Renault. C'est une nouvelle usine pour produire un nouveau véhicule, la Dacia, et qu'il décide de produire dans un pays où c'est rentable. Non, parce que ça ne détruit pas d'emplois en France. Et au contraire, cette décision est accompagnée d'un engagement de Renault de produire 18% de plus de voitures en France. Ça risque pas de donner du grain à moudre à ces partis comme le Front National qui sont pour le protectionnisme ? Mais vous savez, la fermeture des frontières, c'est un projet absolument... c'est un projet absurde. C'est une ligne Maginot, mais on sait bien que les lignes Maginot sont faites pour être enfoncées. Si demain, Renault décide qu'elle n'est plus un groupe français, mais un groupe international, vous savez bien que personne ne pourra s'y opposer. Donc il est beaucoup plus intelligent pour le gouvernement d'être aujourd'hui
très vigilant de demander à Renault des contreparties et de lui demander de continuer ses investissements en France, de s'engager sur la durée à s'investir en France, plutôt que de l'empêcher de prendre des décisions industrielles qui, au cas par cas, sont bonnes. En revanche, je le dis, et c'est très important, nous devons rendre nos entreprises plus compétitives. Quand j'entends François Hollande dire qu'il est prêt à augmenter le coût du travail de plusieurs milliards d'euros pour revenir sur la réforme des retraites, ça va à contresens économique total. Nous voulons baisser le coût du travail parce que nous savons que la compétitivité prix, c'est important pour les entreprises françaises. Et est-ce que vous vous êtes senti visé par le rapport de la Cour des comptes? Je ne parle pas de vous à titre évidemment individuel, mais comme ministre du budget, parce que la Cour des comptes réclame des économies, plus d'économies. Elle en réclame à l'actuelle majorité comme elle en réclamerait à la gauche si elle arrive au pouvoir, donc dans quelques semaines. Donc est-ce que vous êtes senti visé? Alors d'abord, la Cour des comptes a rendu son rapport sur des chiffres qui ne sont plus totalement à jour, puisque nous avons révisé notre perspective de croissance pour 2012 à 0,5. Elle dit 1%, c'était trop optimiste. Eh bien, nous sommes plus optimistes, nous sommes réalistes, nous sommes à 0,5. Et elle n'avait pas les chiffres, quand elle a fait son rapport, de l'exécution du budget 2011, qui est bien meilleur que prévu, où nous avons fait 4 milliards d'économies supplémentaires. Donc, les nouvelles sont bonnes, et nous sommes plus que jamais crédibles pour tenir nos engagements en 2012. Mais ce que dit la Cour des comptes, et c'est très important, c'est un encouragement à continuer à dépenser moins. Donc c'est un encouragement pour le gouvernement. Réformer plus, dépenser moins. C'est en revanche un avertissement extrêmement sévère pour le catalogue de dépenses de François Hollande. Madame Pécresse, vous êtes ministre depuis 2007. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde politique est devenu un monde super violent. Il a toujours été... je sais que votre ambition, c'est la région. On a même pensé pour vous à 2017. Est-ce que, à l'expérience, finalement, l'idée de continuer une carrière politique vous paraît humainement, comment peut-on dire, acceptable? Mais sortons le porte-parole du gouvernement du studio et adressons-nous à une personne qui s'appelle Valérie Pécresse. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est humainement riche de se dire qu'on a fait la réforme de l'université que ce pays portait en lui depuis 20 ans et qu'on est aujourd'hui en train de faire enfin le désendettement de la France, la réduction des déficits et le retour à l'équilibre budgétaire. C'est des défis considérables pour le pays. Être au cœur de ça, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose d'unique. Et il n'y a pas de prix de la violence politique, du découragement, des rivalités, de la bataille pour la région c'est un coup personnel. Non, mais c'est évident que c'est d'une violence absolument inouïe, la politique. C'est d'une violence inouïe, mais ça apporte aussi des satisfactions inouïes. Je me souviens d'une émission chez Laurent Ruquier où les gens qui étaient là disaient Valérie Pécresse 2017. Alors c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de monde, Jean-François Copé, oui, vous savez, le temps... J'ai arrêté la liste, même tellement il y en a. Le temps se chargera... Non, mais est-ce que ça vous intéresse? Le temps se chargera de faire le tri. Vous savez, 2017, c'est très loin. 2022, c'est encore plus loin. Et nous sommes tous jeunes. Donc, je crois qu'on verra ceux qui sont persévérants. On verra ceux qui ont l'étoffe et l'épaisseur. On verra, c'est pas non, donc. Oh, bah pourquoi dire non? Non, mais c'était juste une question qu'on se posait avec Mickaël ce matin. Merci d'être venu nous voir. Donc je vous rappelle que d'après nos confrères d'RTL, c'est mercredi que le président devrait se déclarer. C'est une information d'RTL qui n'a pas été confirmée officiellement ce matin. Passez la meilleure journée possible. Mickaël, on se retrouve lundi, enfin en tout cas tout au long de la semaine avec Public Sénat.